Vladimir Poutine a menti, et je n'exagère pas. C'est un fait daté à l'heure près. Et ce qui s'est passé après ce mensonge a été si grave que le gouvernement russe a dû déclarer l'état d'urgence. C'est l'histoire de la plus grande vengeance en 4 ans de guerre. Le 9 mai, Poutine a accepté publiquement une trêve de 3 jours avec l'Ukraine, négociée par Donald Trump. Il a dit aux journalistes russes que la guerre touchait à sa fin. Il y a eu un échange de prisonniers, des poignées de main, des gros titres dans le monde entier parlant de paix. Et, pendant que tout cela se passait, en silence, les troupes russes dans l'est de l'Ukraine faisaient autre chose. Elles se regroupaient, fortifièrent des camps, des tranchées, et stockaient le plus grand arsenal de drones et de missiles que la Russie ait jamais préparé pour une seule attaque. La trêve a pris fin à minuit le 11, 48 heures plus tard. Le ciel de Kiev s'est embrasé. 1567 drones, 56 missiles. Un immeuble entier de 9 étages s'est effondré sur des familles endormies. 24 personnes sont mortes. 3 d'entre elles étaient des enfants. C'était la plus grande attaque aérienne en 4 ans de guerre. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé à Kiev. L'Ukraine a décidé qu'elle n'allait pas laisser passer ça. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes a tout changé. Dans une demi-douzaine de régions russes en même temps. Et ce qui était en jeu allait bien au-delà du pétrole et des bombardiers. Aujourd'hui, vous allez voir ce que l'Ukraine a fait pendant ces 48 heures, et pourquoi cela a confirmé quelque chose que Poutine essaie désespérément de cacher. Pour comprendre la vengeance, il faut d'abord saisir une chose. Poutine n'a pas accepté la trêve parce qu'il croyait en la paix. Il a accepté car il avait besoin de temps. Du temps pour préparer une attaque majeure. Et ce n'est pas une spéculation. L'Institut pour l'étude de la guerre, à Washington, a documenté chaque mouvement. Poutine ne cherchait pas la paix. Il était en train de charger l'arme. Lorsque la trêve a pris fin, à minuit le 11, personne n'imaginait ce qui allait arriver dans les 48 heures suivantes. Le 13, les attaques ont commencé. 800 drones, en vagues successives, frappant des villes d'est en ouest, y compris des régions qui n'avaient jamais été bombardées auparavant. Mais ce n'était qu'un début. Le 14, la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne de toute la guerre. En 48 heures, 1567 drones et 56 missiles sont tombés sur l'Ukraine. Les défenses ukrainiennes ont réussi à abattre 94% des drones, mais seulement 7% des missiles. Et c'est par ce trou que la mort entra. À Kiev, dans le quartier de Darnitsia, un immeuble de 9 étages a été touché par un missile balistique en pleine nuit. Les murs entiers se sont effondrés sur des appartements pleins de monde. 24 personnes sont mortes. 3 d'entre elles étaient des enfants. La plus jeune avait 12 ans. 48 autres ont été blessés. Environ 20 personnes étaient encore portées disparues au lever du soleil. Le maire de Kiev a annoncé un deuil officiel. Volodymyr Zelensky a convoqué les commandants militaires pour une réunion d'urgence. Et il a donné un seul ordre. Préparer la riposte. Sais-tu ce qui est le plus impressionnant ? De l'ordre de Zelensky jusqu'à ce que les premiers missiles tombent sur le territoire russe, il s'est écoulé moins de 24 heures. En une seule journée, l'Ukraine a organisé une opération coordonnée dans 6 régions différentes de la Russie, de la mer d'Azov à la mer Caspienne. Pour cela, normalement, les armées mettent des semaines. Poutine avait misé sur une formule qui avait fonctionné pendant les premières années de la guerre. Terroriser les civils, écraser le moral, forcer des concessions. Mais la formule n'a plus d'effet, et il a été le dernier à se rendre compte que l'Ukraine ne cède plus. L'Ukraine riposte. Poutine a mis 3 ans à le comprendre, et il a payé cher pour ce retard.
La vengeance a commencé à 2 h du matin, le 15. À cette heure-là, à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, les habitants de la ville de Ryazan ont entendu la première explosion. Ensuite la deuxième, puis la 10e. Une habitante de la ville, lors d'une interview à la presse russe indépendante, a raconté que des amis ayant de la famille à la raffinerie locale avaient été prévenus, cette nuit-là, de ne pas aller travailler. La cible était la raffinerie de Ryazan, la 4e plus grande de Russie. Elle traite 17 millions de tonnes de pétrole par an. Et elle a une particularité décisive. 840 000 tonnes annuelles de la production de cette seule installation sont du kérosène d'aviation, le carburant que les forces aérospatiales russes utilisent pour ravitailler les chasseurs qui bombardent Kiev. En d'autres termes, l'Ukraine a attaqué le réservoir de carburant de la machine de guerre qui avait tué 24 personnes 2 jours plus tôt. Et voici ce qui fait le plus mal au Kremlin. Les drones ukrainiens n'ont pas touché n'importe quelle partie de la raffinerie. Ils ont frappé précisément les unités de distillation, le cœur technique du raffinage. Sans elles, l'usine ne produit pas une goutte de carburant. Et la reconstruction prend des mois, probablement plus d'1 an. Quand le soleil s'est levé sur Ryazan, les habitants se sont réveillés avec quelque chose que personne n'attendait. Des gouttes noires et huileuses coulant des fenêtres, des voitures couvertes d'un film sombre, des traces collées sur les portes, les jouets du terrain de jeu, les balcons. Les Russes ont appelé cela la pluie d'huile. Les médias internationaux ont utilisé le terme technique. Pluie noire. Ce phénomène ne s'était produit que 3 fois dans l'histoire moderne. Hiroshima après la bombe atomique, le Koweït pendant la guerre du Golfe et Téhéran il y a 2 mois. Maintenant, c'était autour d'une ville russe de 500 000 habitants, située à 180 km au sud-est de Moscou. Le gouvernement régional a déclaré l'état d'urgence. Les écoles et les crèches ont été fermées. Et dans les heures qui ont suivi, un détail honteux est apparu. L'un des immeubles résidentiels touchés pendant la nuit n'a pas été frappé par un drone ukrainien. Il a été touché par un missile de la défense antiaérienne russe elle-même, tiré pour tenter d'intercepter les drones et qui a raté sa cible. La Russie a bombardé son propre immeuble. Imagine la scène. Le système anti-aérien qui était censé protéger le citoyen russe contre le drone ukrainien a fini par tomber sur ce même citoyen. Poutine a mis en danger la vie des personnes qu'il avait juré de défendre, et il y a même une vidéo montrant le moment où cela s'est produit. Le Kremlin peut nier, mais les images sont là. Mais Ryazan n'était qu'une partie. La même nuit, de façon coordonnée, l'Ukraine a frappé 5 autres régions russes. Dans la ville de Yeisk, sur la mer d'Azov, des drones ont complètement détruit un avion amphibie rare de type Beriev. Un appareil estimé à plus de 40 millions de dollars, capable d'amérir comme d'atterrir. La Russie n'en possède que quelques-uns, et ne peut pas en produire davantage à cause des sanctions occidentales. Chaque appareil détruit est une perte irremplaçable. Ils ont également touché un hélicoptère anti-sous-marin qui était enveloppé dans des filets anti-drones. Les filets n'ont pas suffi. À Kaspisk, sur la mer Caspienne, les Ukrainiens ont attaqué la base de la flotte russe de la Caspienne, touchant un navire lance-missiles et un chasseur de mines. En Crimée occupée, un autre système de défense anti-aérienne russe a été détruit. Dans la région de Louhansk, 23 cibles militaires supplémentaires ont été touchées en une seule nuit. Et derrière cette opération, il y avait un nom, le major Robert Brovdi, connu des Ukrainiens sous le nom de Madjar, le commandant des forces de drones de l'Ukraine. L'homme qui a coordonné chacune des frappes visant les 23 cibles touchées cette nuit-là. Ce n'était pas une vengeance, c'était un message. Mais voici la question que le Kremlin ne peut plus ignorer. Comment est-il possible de frapper autant de cibles, réparties de la mer d'Azov à la mer Caspienne, en une seule nuit, contre la 2e plus grande puissance militaire de la planète ?
La réponse réside dans les armes qui ont permis cela. Les drones ukrainiens à longue portée qui ont détruit Ryazan coûtent 55 000 $ l'unité. Ils sont construits en contreplaqué, en plastique et en fibre de carbone, du même type que l'on utilise pour les vélos de course. L'entreprise qui en fabrique le plus s'appelle Firepoint. Et, il y a 3 ans, avant l'invasion russe, Firepoint était une agence qui recrutait des acteurs pour des films dans la capitale ukrainienne. L'entreprise a travaillé sur une comédie romantique de 2016 mettant en vedette l'humoriste de l'époque dont vous avez sûrement entendu parler, Volodymyr Zelensky. Arrêtez-vous un instant pour y penser. Avant 2022, cette entreprise appelait des acteurs et des actrices pour jouer dans un film hollywoodien ukrainien, un peu idiot. Aujourd'hui, elle incendie la raffinerie russe, valant 1 milliard $. Et il y a encore plus de détails sur Firepoint. Parmi les conseillers de l'entreprise figure le nom de l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et tu sais ce que ça signifie ? Que l'Occident connaît l'importance gigantesque de cette entreprise et la soutient. À Moscou, la réaction a été le silence. Les médias d'État russes ont mis des heures à reconnaître l'attaque contre Ryazan. Lorsqu'il l'a reconnu, le Kremlin a déclaré que tout était sous contrôle. Ce n'étaient que quelques débris de drones tombés, que la raffinerie fonctionnait normalement. Sauf qu'en même temps, le gouverneur de cette même région russe annonçait l'état d'urgence. Écoles fermées, crèches fermées, les pompiers travaillaient depuis des heures, et le ciel au-dessus de Ryazan était obscurci par la fumée. Poutine peut mentir une fois. Mais cette fois, le mensonge était filmé. Et des images satellites. Et voici ce que cette seule nuit a prouvé. L'Ukraine a réussi, lors d'une opération coordonnée, à atteindre des cibles d'un bout à l'autre du territoire russe, de la mer d'Azov jusqu'à la mer Caspienne. 2000 km de distance séparent les points extrêmes. La défense anti-aérienne russe, qui a coûté des milliards à construire, n'a pas réussi à empêcher qu'une seule de ses cibles soit touchée. Le message à Poutine était clair. Il n'existe plus de points sûrs à l'intérieur du territoire russe. Ni raffinerie, ni aéroport militaire, ni base navale, ni même le ciel de Moscou lors du jour le plus important du calendrier russe. Et maintenant, Poutine a 2 options. Il peut de nouveau passer à l'escalade, avec plus d'attaques contre des civils ukrainiens, comme celle de Kiev. Il peut tenter une vengeance encore plus grande. Les services de renseignement ukrainiens ont déjà révélé que le Kremlin prévoit d'attaquer le bureau même de Zelensky dans les prochaines semaines. Et la Biélorussie, de plus en plus sous pression de la Russie, peut officiellement entrer en guerre à tout moment. Mais il y a un problème. Chaque fois que Poutine passera à l'escalade, l'Ukraine va maintenant répondre. Et elle va répondre à l'intérieur du territoire russe, avec des armes qui coûtent le prix d'une voiture d'entrée de gamme, et que le Kremlin n'arrive pas à arrêter. Tu te souviens de la première phrase de cette vidéo ? Vladimir Poutine a menti sur la paix. Et il a découvert, pendant la semaine la plus coûteuse de son mandat, que l'Ukraine a cessé de faire semblant de ne rien voir. En une seule nuit, dans une demi-douzaine de régions russes, la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Une phase où Poutine n'arrive plus à cacher ce qui se passe. Même pas à lui-même. Même pas à la Russie. Même pas au monde. Et toi, qu'en penses-tu ? Poutine est-il un stratège qui calcule le désastre ? Ou serait-il simplement un dictateur qui a déjà perdu le contact avec la réalité ? Laisse ta réponse en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre la situation. Et abonne-toi à la chaîne pour qu'on puisse continuer à suivre cette histoire ensemble. À la prochaine.